Qu'est-ce qu'un contrat ? Il en est de tout type, de toutes sortes, tout autour de nous. Contrat de vente, contrat de travail, contrat de location. À quoi servent-ils ? Et comment fonctionnent-ils ? Pour Loisel, on lie les bœufs par le joug et les hommes par le contrat. C'est là l'expression de la maxime romaine « pacta sunt servanda ». Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mais alors, un droit pour tous et chacun son contrat ? Chacun d'entre nous aura affaire au droit dans sa vie. On distingue ainsi deux grandes situations qui ont chacune pour effet de créer des effets de droit, qu'on appelle autrement des obligations. C'est la summa divisio entre l'acte juridique et le fait juridique. L'acte juridique est l'acte volontaire accompli en vue de produire des effets de droit, tandis que le fait juridique est un événement volontaire ou non qui produit des effets de droit indépendamment de la volonté des individus et obligeant le responsable à une réparation. Le contrat est ainsi un type d'acte juridique. L'article 1101 du Code civil dit qu'il s'agit d'une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Alors il faut comprendre la convention comme étant un accord entre parties et pas seulement un acte unilatéral comme le serait un testament. C'est un accord qui est créateur d'obligations. S'il est vrai qu'il existe une grande variété de contrats pour lesquels on trouve de nombreuses classifications qui ont leur importance concernant les effets et les garanties qu'apporteront le dit contrat, cette diversité n'altère pas l'unité des contrats qui répondent tous au principe de l'autonomie de la volonté. Intéressons-nous à présent à la formation du contrat pour laquelle l'article 1108 du Code civil évoque 4 conditions essentielles à sa validité. Ainsi, il faut réunir le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. En ce qui concerne le consentement des parties, son existence est constatée lorsque l'offre rencontre une acceptation. Le consentement doit par ailleurs être libre et éclairé. Cette intégrité du consentement est celle que vise l'article 1109 du Code civil, pour lequel il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Les différents types d'erreurs sont visés par l'article 1110 du Code civil. On retrouve ainsi le simple malentendu, l'erreur sur la substance de la chose et les hypothèses d'erreurs indifférentes, que sont celles portant sur la valeur et sur les motifs déterminants. La violence, visée aux articles 1112 à 1115 du Code civil, correspond à une pression souvent morale ou financière plus que physique, émanant du contractant ou d'un tiers, qui sera déterminante dans le choix de la victime de contracter. Le dol, quant à lui, visé par l'article 1116 du Code civil, désigne le comportement d'un contractant destiné à induire l'autre en erreur, pour le décider à conclure un contrat. C'est ainsi une erreur provoquée. La condition de capacité permettra d'annuler le contrat si un incapable ayant contracté subit une lésion. L'objet est la chose qu'un contractant s'est obligé à donner, à faire ou à ne pas faire. Pour que le contrat soit valable, il faut que l'objet existe et qu'il soit licite. Ainsi, aucun contrat ne pourra obliger une partie à aller décrocher la lune, mais le contrat peut viser des choses futures, telles qu'un appartement à construire, ou une récolte sur pied, ou même la chose d'autrui. En ce qui concerne la licéité, l'objet ne peut porter sur une chose hors du commerce, ni sur une personne humaine, ni sur les droits de la personnalité. Lorsque l'objet correspond à autre chose qu'une somme d'argent, il faut qu'il y ait suffisamment de précision, que la chose soit déterminée ou déterminable. Et s'il n'est pas possible d'inscrire un prix dans le contrat en raison de l'évolution du marché, comme dans le cas des contrats cadres, il faut prévoir la possibilité pour les parties de résilier le contrat dès lors que la fixation du prix leur semble abusive. La cause de l'engagement, quant à elle, est la réponse à la question « Pourquoi une partie s'oblige-t-elle au contrat ?» Alors il faut savoir que la cause est une condition d'existence du contrat qui fait débat en doctrine. Pour Plagnol, la cause fait double emploi avec l'objet. Vos professeurs de droit vous diront certainement que si vous avez compris la cause, c'est qu'on vous l'aura mal expliqué. Mais pour de nombreux auteurs, la cause est un particularisme français
qu'il faut conserver, aussi controversée soit-elle. Un contrat mal formé est susceptible d'être annulé. On parle d'annulabilité. Pour que l'annulation soit acquise, il faut agir en justice. En droit français, il existe deux types de nullité, la nullité absolue et la nullité relative. Face au silence du Code civil pour déterminer quels vices sont à l'origine de telle ou telle nullité, la jurisprudence a fait de la nullité une notion très plastique. Ainsi, seule la personne protégée par la loi pourra agir pour demander la nullité relative, tandis que toute personne ayant un intérêt pourra demander la nullité absolue. Et cela comprend les héritiers, les ayants cause, le ministère public et le juge lui-même. Le délai pour agir est le même dans le cadre des deux nullités. Il est de 5 ans à compter de la connaissance du vice, selon l'article 2224, mais jamais au-delà de 20 ans à compter de la conclusion du contrat, au terme de l'article 2232. Enfin, au rang de la confirmation, elle est possible pour la nullité relative si les contractants ont connaissance du vice qui a disparu, mais elle reste impossible dans le cadre de la nullité absolue, car il s'agit là de protéger l'intérêt général. Qu'il y ait nullité relative ou absolue, le contrat est censé n'avoir jamais existé. L'annulation du contrat a pour conséquence la remise des parties en l'état, c'est-à-dire qu'il faut remettre les contractants dans leur situation d'origine, avec bien sûr quelques exceptions notables comme dans le cas des contrats successifs. Un des effets notables du contrat, c'est sa force obligatoire, nous en avions parlé tout à l'heure. Elle est visée à l'article 1134 du Code civil et fait du contrat une loi d'airain entre les parties, par souci de sécurité juridique. Ainsi, personne ne peut venir le modifier, pas même le législateur, qui ne peut prendre de loi rétroactive, sauf quand l'ordre public est en jeu. Pas même le juge, sauf quand il lui est demandé d'intervenir lorsque les parties ne s'entendent pas sur la suite à donner à leur contrat. Enfin, les parties elles-mêmes peuvent, à la conclusion du contrat, introduire des clauses de hardship ou des clauses de renégociation qui permettront de renégocier le contrat lorsqu'interviendront des circonstances prévues à son origine. Un autre effet que revêt le contrat est celui qu'on trouve à l'article 1165 du Code civil, pour lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Le contrat n'a d'effet ni contre, ni au profit des tiers, c'est là l'effet relatif, mais ce contrat s'impose à eux, c'est là l'opposabilité. Ainsi, même si les tiers n'ont pas pris part à la rédaction ni à la signature du contrat, le contrat est un fait social qui leur est opposable. Mais si le contrat lui est opposable, le tiers peut aussi opposer le contrat pour engager la responsabilité délictuelle d'un co-contractant. Notons toutefois qu'il existe des exceptions au principe de l'effet relatif qui permettent à un tiers au contrat d'exercer les droits et actions d'un co-contractant et ainsi d'interagir avec les autres parties. C'est le cas dans l'action oblique, où le créancier tiers au contrat va intervenir dans un contrat auquel son débiteur a pris part afin de s'assurer que ce dernier ne rend pas son patrimoine indisponible. Au chapitre de la transmission du contrat, il faut voir l'obligation comme un lien entre personnes, mais aussi un bien, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une valeur, et donc qu'elle est cessible. On trouve la cession de créance, où le cédant transfère à un cessionnaire une créance tenue contre le débiteur cédé, avec des restrictions concernant les créances qui sont incessibles par nature, et une importance particulière accordée à l'information du débiteur cédé. Le cédant doit une garantie au cessionnaire, et la créance conserve ses accessoires. La cession de la dette, elle, est l'impossible symétrie de la cession de créance. Par principe, il est impossible de céder une dette sans l'accord du créancier. En effet, la personne du débiteur et le gage général que le créancier possède sur lui sont des éléments essentiels. Il existe cependant des hypothèses où la volonté du créancier n'est pas requise, mais où le débiteur initial reste tenu, comme dans le cas du paiement de la dette d'autrui, à l'article 1236, l'indication de paiement, article 1277, ou la stipulation pour autrui. Il existe aussi des hypothèses où la volonté du créancier est-elle requise, comme dans le cas de la novation ou de la délégation parfaite, qui toutes deux entraînent une libération définitive, c'est-à-dire une extinction de la dette ancienne et la création d'une nouvelle dette qui ne bénéficiera pas des garanties et exceptions qui pesaient sur la première dette. La cession de contrat, quant à elle, est permise. La jurisprudence a déterminé qu'une telle cession n'est parfaite qu'avec l'accord du cédant et du cessionnaire, mais aussi que le même contrat continue avec un nouveau contractant, même dans le cas d'une intuitu personnelle. L'inexécution du contrat se résout de deux manières. On peut se résoudre d'une part à l'exécution en justice du contrat, mais également à faire jouer la responsabilité contractuelle. L'article 2092 prévoit que quiconque s'est tenu personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles.
C'est là le droit de gage général, une menace pesant sur le débiteur pour l'inciter à remplir ses obligations. 3 types de mesures peuvent être prises en justice. On trouve tout d'abord les mesures conservatoires qui permettent de lutter contre l'évaporation de l'actif du débiteur, c'est-à-dire assurer la sauvegarde des droits du créancier. On trouve également l'astreinte, qui est une condamnation judiciaire du débiteur à payer une somme fixée par rapport au retard dans l'exécution du contrat. Enfin, on trouve l'exécution forcée, qui prévoit l'obligation de donner pour le débiteur. L'article 1142 du Code civil prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résolve en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, afin de respecter la liberté des personnes. Mais en réalité, l'exécution forcée des obligations de faire et de ne pas faire est fréquente, sauf lorsqu'elle est impossible par la morale, matériellement ou juridiquement. La responsabilité contractuelle, c'est l'obligation de réparer tous les dommages dus à l'inexécution. Il faut pour cela établir la preuve d'une faute, sa gravité, vérifier que les causes d'exonération ne s'appliquent pas. Il faut également qu'un dommage se réalise, mais seuls les dommages prévisibles lors de la signature du contrat pourront donner lieu à réparation. Pour ce qui est de sa mise en œuvre, la responsabilité contractuelle ne peut se cumuler avec la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire les obligations nées d'un fait juridique. D'autre part, pour la faire jouer, il est nécessaire d'effectuer une mise en demeure. Enfin, il existe des aménagements contractuels qui permettent d'échapper à la responsabilité civile contractuelle, telles que les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, et les clauses pénales, qui établissent des dommages et intérêts contractuels forfaitaires. Enfin, après avoir vu la formation et la vie du contrat, intéressons-nous à son extinction, visée à l'article 1234 du Code civil, pour lequel les obligations s'éteignent par paiement, novation, remise volontaire, compensation, confusion, perte de la chose, nullité ou récession, par l'effet d'une condition résolutoire ou prescription. 2 hypothèses existent pour le paiement. On trouve d'abord le paiement pur et simple, qui réunit celui qui paie, le solvens, et celui qui reçoit le paiement, l'accipiens. Le solvens peut être le débiteur, ou un co-obligé, ou une caution, tandis que l'accipiens sera le créancier, un mandataire, ou un tiers, si le créancier ratifie le paiement. Si les principes posés par les articles 1243 et 1244 veulent que le créancier ne puisse être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, et que le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir en partie le paiement de la dette, il est possible de prévoir des paiements fractionnés de la dette, des délais de grâce, et même l'échelonnement des paiements. La seconde catégorie de paiement est le paiement par subrogation, c'est-à-dire le paiement par une personne autre que le débiteur initial. Si la personne qui a effectué le paiement ne l'a pas fait dans une intention libératoire envers le débiteur initial, 2 actions sont à la disposition du solvens. Une action personnelle, qui permettra le remboursement du paiement et des frais, c'est le cas pour le mandat, la gestion d'affaires ou par application de l'enrichissement sans cause. Mais le solvens dispose aussi d'une action subrogatoire, c'est-à-dire que la personne qui a payé va remplacer le créancier dans ses droits à l'encontre du débiteur initial, ce qui permet de conserver tous les accessoires de la dette, les sûretés, les garanties. On retrouve la subrogation contractuelle, celle qui est née d'un accord entre le solvens et le créancier, ou entre le solvens et le débiteur, mais également la subrogation légale, c'est-à-dire celle effectuée par les co-obligés et les cautions, ou par les héritiers par exemple. Parmi les autres modes d'extinction du contrat, on trouve la compensation, c'est-à-dire l'extinction de 2 dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible. Il y a également la confusion, soit la réunion sur la tête d'une même personne des qualités de créancier et débiteur, comme dans le cas d'un héritage ou d'une fusion-acquisition pour une personne morale. La novation, quant à elle, est la situation où les parties substituent une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui est alors éteinte. On trouvera également le mécanisme de la délégation, où le délégué s'oblige sur instruction du délégant envers le délégataire. Enfin, il existe également des modes d'extinction de l'obligation sans satisfaction du créancier, comme par exemple la remise de dette, qui organise une diminution totale ou partielle de la dette, mais également la prescription libératoire, qui permet de pardonner une dette si le créancier ne s'est pas manifesté pendant 5 ans. Le délai sera porté à 30 ans en matière immobilière. Alors, qu'est-ce qu'un contrat ? Un contrat, c'est une convention, ou accord entre parties, créateur d'obligations. Pour être valable, un contrat doit remplir les 4 conditions essentielles énoncées par l'article 1108, ce qui entraîne qu'un contrat mal formé est susceptible d'annulation. Le principal attrait du contrat, c'est sa force obligatoire et son opposabilité aux tiers. On espère d'un contrat qu'il se conclut principalement par paiement ou remise de l'objet. Enfin, en cas d'inexécution, il sera possible de demander l'exécution en justice du contrat ou de faire jouer la responsabilité contractuelle.
ce qui permet de protéger tout autant le créancier que le débiteur. Merci pour votre attention et n'oubliez pas que si vous n'avez pas encore eu votre dose, d'autres vidéos sont à votre disposition.